Alexandre Boutin, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Très bien, la session s'est bien passée. Justement, La journée est bonne. De ta session à Gilles Tour Bordeaux, tu nous as parlé de Scrum ou Kanban, et ce n'était pas Scrum contre Kanban, mais plutôt les différences de Scrum et Kanban. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus et revenir sur ces modèles d'entreprise et ces cultures d'entreprise qui vont faire la différence? Tout à fait. Alors l'idée est venue il y a un an à Rennes, l'idée de cette session, puisque en marge d'une session de Fabrice Emetti, qui était juste là, il a commencé à avoir une discussion assez forte dans les participants de la salle, avec certains qui militaient que Kanban c'était le futur de Scrum, parce que c'était mieux, parce que si. D'autres qui disaient mais non, Scrum c'est vraiment la base, puis il y a quand même des bénéfices, etc. Donc les gens, le ton est un peu monté, gentiment. Je me suis dit, tiens, ça vaut le coup de regarder un petit peu, est-ce que franchement, faut opposer les deux? Est-ce que l'erreur que font les gens, je pense, c'est d'opposer les pratiques. On regarde des pratiques de Kanban, on regarde des pratiques de Scrum, on explique, Scrum c'est bien parce que c'est discipliné, oui mais Kanban, les cadences sont libres, on n'est pas obligé de se réunir toutes les 2 semaines, mais c'est un flux tiré, on fait les choses que quand on en a besoin. Eh ouais, mais Scrum, si vous n'avez pas de gestion de projet avant, vous ne pouvez pas l'améliorer, donc pas faire de Kanban, il faut bien quelque chose. Bref, donc on bagarre sur les pratiques, alors ça titille, ça discute, etc. Et ce qu'on se rend compte, en fait, c'est rarement les pratiques qui font le succès du projet, quoi. Enfin, ou plutôt de la transition agile, pas tellement du projet, mais de la transition agile dans une société, dans une entreprise. Donc l'idée, puisque le sujet qui m'intéresse beaucoup en ce moment, c'est la culture d'entreprise et voir un petit peu les impacts par rapport à ça. Donc cette session était basée là-dessus, de dire, on pourrait essayer de discuter les pratiques, mais quand même, c'est pas sur cet angle-là qu'il faut la regarder. Il faut plutôt regarder sur la culture d'entreprise. Donc la culture d'entreprise, c'est quelque chose de nouveau, ça a une trentaine d'années. On a commencé à se poser des questions sur la culture d'entreprise. Avant, c'était des cultures individuelles, de pays, de nations, de ce que vous voulez, etc. Mais il n'y avait pas vraiment cette notion de culture d'entreprise. Donc il y a des travaux intéressants et on a essayé de relier la culture d'entreprise à la réussite de l'entreprise. Donc on s'est rendu compte que pouvait y avoir une culture forte, donc ça faisait une grosse adhésion des salariés sur l'entreprise, etc. C'était très intéressant en termes de motivation, d'envie, mais ça ne faisait pas forcément le succès de l'entreprise. Il y avait des entreprises qui réussissaient très bien avec une culture pas si forte que ça. Donc on a cherché d'autres choses, on a vu les cultures spécifiques. Donc il y a des entreprises qui sont en général sur des niches qui développent une culture très particulière, mais liée à cette niche. Donc ça marche bien tant que ça reste sur la niche. Ça, c'est clair que voilà, mais ça fonctionne. Mais malgré tout, c'est pas ça qui fait vraiment la réussite des entreprises. Et ce qu'ils ont trouvé, donc ça c'était des travaux qui datent déjà de 92, ils ont trouvé effectivement que la culture évolutive était la culture qui était là, a priori, qui avait le plus de lien avec le succès de l'entreprise. C'était une entreprise qui savait accepter des changements, se remettre en cause, etc., etc. Voilà. Donc ça c'est intéressant. En même temps, la culture elle a des freins puisque on a un phénomène d'acculturation. Plus la culture est forte et plus les gens se renferment en fait dans un certain domaine, même si elle est évolutive, malgré tout ils prennent des habitudes, donc c'est pas facile d'amener du changement. On a donc un frein, une résistance au changement naturel, et puis on a des oppositions et des frictions, en particulier dans une entreprise, on a même des sous-cultures, on peut avoir sur des départements des unités différentes, vraiment on voit des différences de culture avec des approches différentes et des frictions. Donc si on regarde le bilan, on se dit c'est foutu pour l'agilité. On n'a aucune chance de rentrer l'agilité dans les entreprises puisque les cultures sont là, on en a besoin, on a besoin d'une culture forte pour l'adhésion, on a besoin de choses, la culture va bouger un peu, être évolutive, mais pas à la vitesse de l'agilité, si je puis dire. Justement Alexandre, on parle beaucoup depuis pas mal d'années de culture d'entreprise. Qu'est-ce qu'on met dans la culture d'entreprise? Les valeurs de l'entreprise? C'est un ensemble, c'est pas seulement les valeurs. Alors il y a des croyances, c'est ce que j'expliquais en particulier. Par exemple, si vous partez sur l'idée que l'homme est bon, s'il est fondamentalement bon, donc vous pouvez tout à fait développer, alors ça c'est les travaux d'Edgar Schein, donc vous pouvez tout à fait développer des choses derrière donc il va faire bien son travail, etc. Donc vous pouvez avoir, ça c'est vraiment les prémices, c'est l'homme est bon, et vous allez avoir comme résultat ce que Edgar Schein appelle les artefacts, vous allez avoir des choses qui sont, je vais pouvoir mettre en place du télétravail. Puisque les gens peuvent se discipliner, ils sont bons, ils vont bien faire leur travail, ils vont contribuer à l'entreprise. Donc le télétravail est par exemple un résultat assez naturel de ce prémisse. Si vous pensez dans le prémisse, c'est l'homme est individualiste, j'ai pas dit que le prémisse il est bien ou pas bien, mais l'homme est individualiste, c'est aussi... Voilà. Mais comme il est individualiste, il va plutôt chercher à tirer son avantage à lui plutôt que par rapport à l'entreprise dans laquelle il travaille. Donc on va plutôt aller sur les systèmes très contrôlés. Et je suis parti du prémisse, l'homme est bon ou l'homme est individualiste, qui
Les deux prémices ne sont pas bons ou mauvais. Enfin, c'est des choses qu'on a ancrées. Donc voilà. Donc tous ces travaux sont intéressants. Donc la culture d'entreprise, c'est un ensemble de choses. C'est souvent, c'est aussi des choses pas palpables, enfin pas forcément formalisables. Il y a des habitudes dans les entreprises. Est-ce qu'on a pris l'habitude d'arriver à l'heure aux réunions ou pas? Ça fait partie de la culture d'entreprise. Il y a des entreprises où personne n'arrive à l'heure. C'est comme ça et ça gêne personne. Je dis pas que c'est bien, mais l'entreprise s'est habituée à ces principes-là. C'est toléré, c'est accepté, ça fait partie pour moi de la culture d'entreprise. Donc il y a non seulement des façons d'être, des façons de faire, il y a bien sûr des valeurs aussi, il y a des principes, les choses auxquelles on croit, enfin tirer des valeurs, c'est les principes que l'on met en place. Si on croit en termes de valeurs qu'il faut être, je ne sais pas, à l'éducation, le principe, non, on ne va pas mettre les coudes sur la table, ça se fait pas quand on mange, parce que ça vient d'où ça? Pourquoi il ne faut pas mettre les coudes sur la table? Mais ça fait partie de la... Alors là, je suis pas dans la culture d'entreprise avec les coudes sur la table, mais c'est ça l'idée. Je suis dans la culture au sens large. Voilà. Donc dans une entreprise, il y a des choses que l'on voit, des choses que l'on ne voit pas, des habitudes, etc. Et parfois, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il peut y avoir tout à fait des valeurs affichées, et en fait, la culture d'entreprise ne matche pas avec les valeurs. Bon, ça, c'est un autre sujet. Ta conférence était aussi très colorée. Alors oui. Un peu des couleurs. Alors on part du jaune, du bleu, du rouge et du vert, qui sont effectivement... Voilà, donc je proposais des grilles de lecture. Il y a une grille de lecture qui vient de Schneider, qui a été développée il y a quelques temps, qui a été repris par les travaux de Michael Saota, qui est un agiliste un peu connu, qui a fait un livre là-dessus fin d'année dernière. Et donc voilà, ça donnait une grille de lecture. Et il y a une autre grille de lecture que je voulais faire découvrir aujourd'hui. Je pense qu'il y a pas mal de gens dans la pièce qui ne connaissaient pas cette grille de lecture. C'est ce qu'on appelle le Competitive Value Framework. Effectivement, on a une grille de lecture à base de couleurs. On essaye de positionner sur deux axes l'entreprise. Est-ce qu'elle est focalisée sur elle-même, ou elle est plutôt focalisée sur l'extérieur, enfin plutôt ouverte à l'extérieur, et est-ce qu'elle a envie de bien faire les choses, ou elle est ouverte au changement? Enfin, c'est un petit peu les deux axes. Et puis après, donc on a 4 couleurs. Donc sans rentrer dans le détail, le rouge est plutôt très contrôlé, le vert est plutôt très ouvert vers le changement, etc. Et l'idée de tous ces modèles, chaque modèle est faux, bien entendu. C'est un modèle, donc faut pas chercher à s'arrêter à ça, mais ça donne une grille de lecture. Et on pourrait imaginer effectivement que, en fonction de la couleur, Scrum serait peut-être plus facile à déployer dans une entreprise qui est verte ou jaune, si je ne dis pas de bêtises, j'ai un doute tout d'un coup. Et effectivement, on aurait plutôt du bleu et du rouge côté Kanban. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne pourra pas faire du Kanban dans du vert et inversement, mais il y aura peut-être moins de résistance, en particulier le rouge, où on a beaucoup de contrôle, on veut maîtriser les choses, etc. Kanban a l'air d'amener quelque chose d'assez sympathique de ce côté-là. Voilà. Alors bien sûr, dans le modèle des couleurs, alors ce qui est intéressant, c'est que j'avais découvert il y a 15 jours qu'il y a un autre modèle de couleurs avec les mêmes couleurs, qui s'appelle Insight, qui est utilisé plutôt pour l'individu, pour essayer justement de voir en fonction de peu le comportement de l'individu. Donc il y a des liens entre les deux. Voilà, je suis en train de regarder tout ça, mais c'était des sujets que j'avais envie de partager, que je trouve intéressants. Si les gens devaient repartir avec quelque chose de ta conf, tu aimerais que ce soit quoi? Qu'ils arrêtent de se bagarrer en disant Kanban est meilleur que Scrum ou Scrum est meilleur que Kanban. Ça, c'est clair. J'ai aussi essayé d'enterrer Scrumban. Alors ça plaît ou ça plaît pas. Je vois pas l'intérêt. Parfois on fait du Scrum, on utilise quelques techniques Kanban. Pourquoi appeler ça Scrumban, ou pourquoi appeler ça cabaniser Scrum? Je ne vois vraiment pas l'intérêt. C'est mettre des mots un peu marketing sur un concept. On fait du Scrum, on fait du Kanban. On peut aller prendre des bonnes idées à droite, des bonnes idées à gauche. L'agilité, moi je dis souvent, c'est pas nouveau. C'est pas complètement... On n'a pas attendu l'agilité pour faire des réunions tous les jours. On n'a pas attendu l'agilité pour finir les choses qu'on avait commencées. Enfin, je veux dire, il y a plein de choses de bon sens. Bon, bien sûr, tout ça mis ensemble, et puis l'état d'esprit, surtout au-delà des pratiques. Donc, je voudrais qu'on retienne de ma conférence, c'est vraiment, ne nous arrêtons pas aux pratiques. Attention, quand vous voulez mettre de l'agilité, faire une transition agile dans une entreprise, ça ne va pas être une histoire de pratique, c'est pas une histoire de méthode, c'est pas celle-ci, elle est mieux que ça. C'est regardez bien la culture de votre entreprise, quelles sont les attentes. L'entreprise, elle a envie quoi? De développer l'individu. La notion d'équipe, on ira peut-être plus vers du Scrum. Elle a envie d'améliorer ses processus, elle est déjà bien structurée, mais elle voudrait par exemple livrer plus vite parce que la compétition est forte. Elle en peut-être plus vers du Kanban. Voilà, on va regarder ces choses-là. Et c'est vraiment ça que je voudrais que les gens retiennent, et donc on arrête de dire que Scrum est meilleur ou que Kanban est meilleur. Et en plus, ça s'est enregistré.
Ils pourront le retenir, on va le rediffuser. Tout à fait. Si on a envie de creuser, est-ce que tu pourrais nous conseiller sur la culture d'entreprise Alors, il y a le livre de Dan Mesic qui est excellent. Voilà, le livre de Dan Mesic est excellent. Il est tout récent. Hein, il s'appelle Jeux de culture, Culture Game. Il y a vraiment des perles, enfin vraiment des trouvailles. Alors, déjà, par rapport à ce que je disais, où la culture est présente et ça va être difficile de changer, Dan Mesic dit tout simplement on peut changer nos comportements. Et si vous changez vos comportements, ça va enchaîner tout un cercle vertueux qui va petit à petit, ça va changer les résultats, parce qu'on change les comportements, donc on n'a même pas les mêmes résultats. Les résultats alimentent notre expérience, donc on va un peu bouger dans notre expérience. Ça va changer nos croyances, ça va changer nos principes, et puis après, donc ça va aussi influer nos comportements, et c'est une boucle. Et donc ce travail vraiment que j'ai lu il y a quelques temps m'a vraiment ouvert les yeux sur le fait qu'on peut changer nos comportements, et un exemple que j'ai donné dans la conférence, mais qui est dans le livre aussi, qui est excellent. Vos réunions ne démarrent pas à l'heure, ça énerve tout le monde. Ben oui, mais vous mettiez les réunions de 3 à 4 et la réunion d'après elle est de 4 à 5 et c'est pas dans le même bâtiment. Comment voulez-vous que les gens arrivent à la réunion de 4 heures à l'heure? Si vous finissez à 3h59, 59, ils ne pourront pas être à 4h00 dans l'autre bâtiment. Donc bon principe, commencez vos réunions à 3h05 et finissez-les à 3h55. Donc finalement, parfois, c'est aussi du bon sens. Voilà. Tout simplement. Mais l'intérêt de faire ça, ce que dit Dan Mesic, et là je trouve très fin, c'est gratuit. Pour démarrer votre réunion à 3h05 et la terminer à 3h55, vous n'avez besoin ni de formation, ni de chose. C'est gratuit de changer certains comportements. Alors je dirais pas la même chose peut-être d'une transition agile où il faut peut-être effectivement, c'est quand même difficile et de l'accompagnement est quand même intéressant. C'est mon métier, je vais quand même pas passer à côté de ça, mais voilà, il y a quand même des comportements qu'on peut changer, tout simplement changer, et petit à petit ça va influer et influencer la culture d'entreprise. Alexandre, tu es familier avec les Agile Tours. Tu as une actu aussi en dehors de l'Agile Tour. Quels sont tes projets? La semaine prochaine, c'est Agile Tour à Nantes. Voilà. La semaine d'après, c'est Agile Grenoble. Donc dans 15 jours. Donc moi je suis grenoblois, hein, donc voilà, forcément, voilà. On attend un peu plus de 500 professionnels à Grenoble. Voilà, j'ai été à Toulouse il y a quelques temps. Voilà, cette année je me suis arrêté là, mais l'année dernière j'avais fait Pau, Montpellier. Alexandre, une dernière question pour la route, entre nous. À quoi tu carbures? Au plaisir, franchement au plaisir. Plaisir de voir des gens, plaisir de faire des choses. Bon, c'est dit. Et tant que ça marche. Merci. Je continue. Merci.